Cap sur la transition, on s'intéresse aux politiques publiques environnementales. C'est le podcast de l'IDRI. Bonjour et bienvenue dans les podcasts de l'IDRI, l'institut qui facilite la transition vers le développement durable. Les experts de l'IDRI se succèdent à ce micro pour expliquer à quoi pourrait ressembler cette transition, montrer les pistes qu'il faudrait suivre pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, donc notre dépendance aux hydrocarbures et plus globalement, les pistes à suivre pour mieux prendre soin de notre planète. Au programme de cet épisode, la mobilité et plus particulièrement les ZFE, 3 lettres pour zone à faible émission, ce qu'on a appelé un temps zone à circulation restreinte. Il s'agit de périmètres urbains dont l'accès est réservé aux véhicules les moins polluants. Les enjeux sont multiples et comme toujours complexes. Enjeux sanitaires, sociaux, technologiques, économiques. Et l'expert qui nous accompagne sur ce chemin aujourd'hui, c'est Jean-Philippe Hermine, coordinateur de l'équipe qui travaille sur les questions de mobilité en transition de l'IDRI, plateforme créée avec la Fondation européenne pour le climat. C'est parti. Bonjour Jean-Philippe Hermine. Bonjour Sophie. La plateforme mobilité en transition scrute les enjeux de nos déplacements sur route, qu'on soit en vélo ou en camion de 40 tonnes. Et la mise en place de ces fameuses ZFE, zones à faible émission, pose toutes sortes de défis, d'autant plus qu'elles concernent évidemment les zones à très forte densité de population. Et tous ces gens ont besoin de continuer à se déplacer. Alors on va peut-être rappeler d'abord pourquoi ces zones à faibles émissions font leur apparition. C'est pas pour le plaisir d'enquiquiner tout le monde. Il y a un enjeu vital, un enjeu sanitaire. Alors, en effet, peut-être d'abord quelques rappels de physique tout simples, mais un moteur thermique génère 2 types d'émissions. Le CO2 d'abord, qui est un gaz à effet de serre, donc qui a un effet global, un effet climatique sur le climat globalement, et puis des polluants qui sont soit des particules, soit des oxydes d'azote, et eux qui sont émis localement et qui ont un impact local, un impact sanitaire. Alors en France, on estime à peu près à 40 000 le nombre de morts prématurées qui est lié à l'exposition à ces polluants atmosphériques. 40 000 par an. 40 000 par an. Les enjeux sont d'une autre nature et beaucoup plus importants encore dans les grandes métropoles du monde, vous pouvez imaginer, où là la question se pose en années, en espérance de vie en quelque sorte, pour les enfants qui naissent dans ces grandes métropoles. On a donc des effets qui sont du type de maladies chroniques, comme l'asthme, mais aussi, on le découvre de plus en plus, c'est de plus en plus caractérisé scientifiquement, on a des effets par exemple sur le développement de certains cancers. Oui, d'où une certaine pression pour agir, pour que les pouvoirs publics agissent. Tout à fait. D'abord, on a les normes de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui définit les niveaux d'exposition qui sont admissibles pour éviter ces effets sanitaires. Aujourd'hui, ces normes sont dépassées régulièrement en France, encore, dans quelques grandes métropoles, les plus grandes métropoles françaises d'ailleurs. Des associations de défense de l'environnement, des class actions même, ont conduit à mettre la pression sur le décideur public et à ce que des organismes tels que le Conseil d'État prennent des décisions, des astreintes, pour forcer le politique à prendre des décisions et à reporter de son action. Donc il y a toute une responsabilité qui s'est établie autour de ces questions et maintenant il faut voir comment on va pouvoir traiter cela. C'est vraiment un dossier sur lequel les enjeux sanitaires et climatiques se rejoignent. Et donc, on vous comprend bien, il faut agir sur la circulation automobile pour améliorer la qualité de l'air qu'on respire dans les villes, les agglomérations. Il existe déjà depuis un bon moment différents moyens de le faire. Oui, vous avez raison de préciser. L'automobile est un émetteur de ces polluants atmosphériques, mais il y en a d'autres. Il y a aussi l'agriculture, il y a aussi le chauffage urbain. La part de l'automobile est particulièrement importante sur un polluant qui sont les oxydes d'azote, celui qui génère notamment l'asthme dont on parlait précédemment. Alors quels sont ces moyens pour agir sur la circulation automobile dans les villes et qui sont déjà en œuvre dans différentes villes, pas seulement en France d'ailleurs? Oui, alors d'abord il y a tout un cocktail de leviers qu'on peut appliquer. Il y a des leviers qui sont nationaux et internationaux, ce sont les normes d'émission des véhicules. En fait, depuis 1992, chaque 4 ou 5 ans, on renforce les normes d'émissions qui sont admissibles à l'homologation des véhicules que l'on met sur le marché. Depuis 30 ans, donc, on a divisé à peu près par 20 les émissions de particules pour les véhicules et par 12 ou 13 pour les oxydes d'azote. Donc c'est le levier principal. Et on voit bien là aussi quelque chose qui est extrêmement important pour les ZFE dont on va parler, c'est qu'en fonction de l'âge d'un véhicule, on a un niveau d'émission qui est drastiquement différent. Les véhicules les plus anciens sont très très largement les plus émetteurs. Alors les autres leviers, d'abord le gouvernement a mis à plusieurs reprises ce qu'on appelait les primes à la casse ou primes à la conversion, qui conduisent cette fois à ne pas jouer sur les ventes, sur les véhicules qu'on met sur le marché, mais sur les véhicules
qu'on va sortir du marché un peu plus vite, en quelque sorte. C'est aussi des mesures qui permettent de booster un peu le marché, généralement. Et puis, il y a d'autres mesures qui sont prises dans d'autres pays qui sont intéressantes. Par exemple, le péage urbain à Stockholm ou à Londres, c'est la solution qui a été choisie. Quelque part, on peut circuler avec n'importe quel véhicule, mais il faut payer d'autant plus cher que le véhicule est plus émetteur, ce qui a conduit à une réduction aussi drastique quand même des véhicules circulants les plus émetteurs. Mais ça pose quelques problèmes sociaux naturellement. Il y a aussi, par exemple, en Chine, une mesure qui a été de fixer des quotas à l'immatriculation par année, par énergie des types de véhicules, ce qu'on appelle la limitation des plaques d'immatriculation. Et puis, bien sûr, il y a la dernière mesure qui est la restriction de circulation. Alors, on la connaît en France depuis longtemps. C'est celle qu'on pratique avec les pics de pollution, lorsqu'il y a des excès de niveaux qui sont considérés comme inacceptables. Quelquefois, c'est les plaques paires, impaires, vous connaissez cela tous. Et puis, il y a la vignette critère en fonction du degré d'émission de son véhicule. C'est ça. Maintenant, on va passer à une autre étape qui est la restriction, l'interdiction pure de circulation d'un certain nombre de véhicules. Pic de pollution ou pas. Voilà, pic de pollution ou pas. Et en fonction de l'âge, donc en fonction de la norme à laquelle ils ont été homologués en quelque sorte, et ça c'est défini par les vignettes critères. Les vignettes critères en fait rappellent la norme à l'époque où le véhicule a été mis sur le marché et définissent donc des niveaux plus ou moins importants d'émissions des véhicules. Toutes les villes de plus de 150 000 habitants devront avoir mis en place un système de restriction d'automobile dans les centres-villes avant 2025. Voilà, ça c'est ce que dit la loi Climat et Résilience, qui a renforcé les dispositions qui avaient été prises par la loi LOM, la loi des orientations des mobilités, qui avait déjà prévu que les 10 plus grandes métropoles françaises mettent en place une zone à faible émission. Et donc là, la loi Climat et Résilience, qui fait suite à la Convention citoyenne pour le climat, qui était une des propositions de la Convention citoyenne, a décidé d'élargir ça à 35 métropoles supplémentaires. Ça veut dire que d'ici 2025, ces 45 au total métropoles devront être engagées, devront avoir un plan de déploiement des zones à faible émission sur leur territoire. Alors avec une très grande flexibilité qui est laissée à chaque métropole pour définir le planning, les priorités, les modalités de mise en œuvre. Alors on comprend que la mise en place de ces zones à faible émission est un puissant levier pour pousser à la transformation du parc automobile et pour que les modes de transport évoluent également. C'est une opportunité, mais ça a des conséquences sociales, notamment pour les plus précaires, des conséquences de tous ordres d'ailleurs, positives ou négatives. Oui, c'est très très important d'en être conscient, de chiffrer tout ça. Mais d'abord, oui, vous avez raison, des conséquences positives, parce que quand on regarde réellement où se passent ces émissions, les pics d'émissions sont principalement à proximité des grands axes routiers, des grandes autoroutes, des grandes nationales, du périphérique par exemple. Et c'est là que les populations les plus fragiles finalement vivent. Et on a très bien montré que les populations les plus exposées aux émissions polluantes étaient les plus fragiles. Si on juxtapose des cartes d'émissions produites par exemple Air Paris, qui produit des éléments sur ces expositions, on voit très bien où sont situés ces pics et quelles sont les populations les plus exposées. Mais vous avez raison, il y a aussi des impacts sociaux négatifs à considérer, parce que finalement, qu'est-ce qu'elles disent ces zones à faible émission ? Qu'on va sortir progressivement les véhicules les plus anciens. Les véhicules les plus anciens sont détenus par les populations les plus fragiles. Et donc, quelque part, on demande à ces populations un effort pour améliorer la qualité, pour le bien-être collectif, pour le bien-être collectif de tout le monde, et ça, effectivement. C'est compliqué. Et ça, c'est très difficile à accepter, naturellement. Ouais. Donc, il faut travailler cette question. Et là aussi, si on juxtapose les cartes, c'est extrêmement criant. Toutes les vignettes critères, on va dire 3, 4, 5, 3, 4, ouais. oui, effectivement, sont localisées dans certains endroits, opposées à celles où on voit les véhicules critères 0, 1, 2. Et si on juxtapose les revenus des ménages, on voit très bien où sont les communes qui vont devoir faire des efforts versus celles qui vont finalement bénéficier du système. Il y a une autre catégorie de conducteurs aussi qui va être très impactée par la mise en œuvre des ZFE, ce sont les professionnels, ceux dont l'activité dépend de leur véhicule. Voilà, tout à fait, vous avez raison. Et tous les professionnels, vous savez, qui roulent en camionnette et autres, roulent au diesel principalement. Ouais. Et il est difficile de prendre une mesure simplement d'âge ou de type de véhicule, parce que les professionnels, c'est une population qui est extrêmement variée, extrêmement diverse dans leur type de circulation, dans leur routine de déplacement, dans leur
type d'activité. On ne peut pas comparer un livreur de paquets, par exemple, qui va faire des tournées tout au long de la journée et conduire sans arrêt, avec un artisan qui va pouvoir se déplacer sur un chantier ou un food truck qui va faire quelques kilomètres pour se positionner à son emplacement. Et donc, il est important de regarder toutes ces différences d'usage de manière extrêmement précise. Du coup, comment faire pour ne pas pénaliser ceux qui ont impérativement besoin de se déplacer sur route et qui n'ont pas les moyens de changer de véhicule? Bon, vous avez raison, il est bien évident que l'on ne va pas laisser les populations comme ça livrées à elles-mêmes et que les pouvoirs publics ont très bien compris qu'elles ont un rôle à jouer d'accompagnement des populations dans la mise en œuvre de ces ZFE. Il y aura des budgets. Il y aura des budgets, elles ont des moyens, elles ont déjà commencé à investir très largement sur des solutions alternatives, la multiplication des transports en commun, le développement des voies cyclables, etc. Elles ont également des budgets pour accompagner les populations dans leur transition, que ce soit la transition vers la conversion d'un véhicule thermique en véhicule électrique, par exemple, ou moins polluant, ou le changement de mode de déplacement avec de l'intermodalité, avec des solutions servicielles de type covoiturage, par exemple. Elles mettent en place des plateformes, elles mettent en place de l'information, du guidage des populations vers des solutions. Mais il est important que ces solutions soient réellement guidées, orientées vers le besoin spécifique des populations. C'est ce dont je parlais précédemment et c'est sur quoi nous travaillons, notamment en termes méthodologiques pour caractériser ces besoins. Alors, il y aura des solutions qui seront locales. Je viens d'en parler un peu, tous ces investissements au niveau local, ces parkings relais, ces hubs logistiques pour les professionnels. Et puis, il y aura des solutions nationales. Par exemple, le LIS social, qui est en cours de définition au niveau français. Vous avez peut-être entendu parler de cela. C'est la possibilité pour des populations fragiles qui aujourd'hui roulent avec des véhicules qui sont très anciens, donc ceux qui vont être interdits, qui sont des véhicules de 3e, 4e main, les plus émetteurs, les plus consommateurs de carburant aussi, donc ils sont relativement fragilisés par la hausse des carburants actuellement, pour les passer à des solutions de type électrique sur des petits véhicules, des véhicules d'occasion électrique, etc. Avec une voiture en leasing, comme on dit. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas l'acquérir, même pas d'occasion aujourd'hui. Il va falloir passer à d'autres modes de détention, mettre en question la question de la propriété, quel modèle actuel depuis 100 ans d'usage de la voiture, principale, disons, mais pourquoi pas essayer de trouver des moyens de proposer à ces populations-là, non plus de détenir le véhicule, mais de le louer. C'est leur véhicule, mais ils sont aidés par un dispositif, une instrumentation politique et fiscale pour en être le détenteur usager et non plus le propriétaire. Et ce dont on parle pour l'instant, c'est d'un leasing de voitures électriques pour un montant de 100 € par mois. Ce qu'on entend aussi dans ce que vous dites, Jean-Philippe Hermine, c'est que le sujet est extrêmement sensible et qu'il y a un vrai enjeu d'acceptabilité. Absolument, un enjeu de compréhension d'abord de la nature de la mesure, et puis il est absolument nécessaire que les populations perçoivent une forme de justice sociale autour de ces ZFE. Or, ce qu'on s'aperçoit aujourd'hui dans les enquêtes d'opinion, c'est que le niveau d'information des populations est extrêmement faible, extrêmement lacunaire sur ces ZFE. Et puis, deuxièmement, il va falloir mettre en place autour de ces restrictions des moyens de contrôle. Et ça aussi, pour l'instant, même techniquement, on n'est pas tout à fait clair sur cette question-là. Donc, vous voyez qu'il y a une impréparation en termes de communication et en termes de mise en œuvre qui est assez conséquente. Votre équipe à l'IDRI a publié des préconisations. À quoi faudrait-il veiller tout particulièrement, peut-être en priorité, pour aider ceux qui ont des véhicules anciens, des vignettes critères 3 et plus, à sortir de leur dépendance et sans que ces ZFE ne provoquent pour autant une crispation sociale, un rejet des usagers? Alors, il faut absolument fournir des solutions, donc soit des solutions alternatives comme des transports en commun, des solutions de covoiturage, des solutions éventuellement d'investissement sur un autre mode de déplacement, tel que le vélo à assistance électrique, qui n'est pas gratuit non plus, ou des solutions carrément de régénération, de reconversion de ces véhicules. Dans tous les cas de figure, c'est soit de l'investissement public, soit de l'aide personnalisée au changement. Donc l'acceptabilité passera par le fait que chacun trouvera une solution. Puis il y a une dernière solution qui est très intéressante et très importante dans la question de la proportionnalité ou de la vitesse de déploiement, c'est les systèmes dérogatoires. On peut imaginer des dérogations pour les faibles rouleurs ou pour les très dépendants. C'est pas un gros mot. Pour moi, c'est pas un gros mot, dans la mesure où on vérifie que ceux auxquels on apporte des systèmes dérogatoires, des exemptions finalement, représentent si peu en déplacement
ou en population, qu'on traite quand même le problème sanitaire, enfin l'amélioration de la qualité de l'air que l'on recherche. Et ça demande beaucoup de quantification, de caractérisation des populations, de caractérisation de leurs besoins et de leurs possibilités pour vérifier qu'on va pouvoir avoir un système qui permette quand même qu'il soit inclusif en quelque sorte en termes de mobilité malgré tout. Et on comprend quand même que 2025, c'est après-demain et qu'il y a beaucoup de pain sur la planche pour créer toutes ces conditions pour que ces zones à faible émission soient aussi des zones à forte accessibilité. L'expression est du Secours catholique, qui est l'un des partenaires de votre équipe de travail Mobilité en transition. Merci beaucoup, Jean-Philippe Hermine. Je rappelle donc que vous êtes le coordinateur de cette équipe Mobilité en transition, large équipe. Vos travaux permettent à une trentaine d'acteurs, aussi variés que les constructeurs automobiles, des ONG ou des associations environnementales, de dialoguer pour chercher ensemble justement les conditions de cette transition. Merci, à bientôt. C'est la fin de cet épisode des podcasts de l'IDRI. Vous le retrouvez sur toutes les plateformes de podcasts, sur le site de l'Institut bien sûr. N'hésitez pas à le partager et à envoyer vos remarques ou suggestions sur les comptes Twitter et LinkedIn de l'IDRI, I2DRI. À très bientôt pour un nouvel épisode de Cap sur la transition.